Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'écouter la RPA. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'information de ce mercredi 26 juillet 2023, dont voici les grands titres. Le Sénat du Burundi organise le lancement officiel de l'évaluation du système des quotas ethniques dans les institutions le lundi prochain. Suspension depuis 2 semaines des activités de l'usine du ciment Bousseko. Le malentendu entre le gouvernement et l'usine de Bousseko concernant le prix d'un sac de ciment serait la principale cause de cette suspension des activités. Dans cette édition, nous parlons également du commissaire de police en commune Lusaka de la province Mwaro, accusé d'actes de violation des droits humains et de complicité dans le commerce frauduleux. Les détails tout de suite. Parlons justice pour commencer. Un des condisciples de Clément Nkurunziza appelle toutes personnes pouvant le disqualifier, surtout les organes dirigeants de l'université du Burundi de l'époque, à sortir de leur silence pour que les camarades ne continuent pas de croupir injustement en prison. Dans une lettre ouverte, Franck Kaze a également interpellé le gouvernement du Burundi afin qu'il redore son image en rendant justice à Clément Nkurunziza. Prise de détail avec Inès Gakiza. En principe, la vie dans les campus regardait en premier lieu les étudiants qui se réunissaient en assemblée générale pour en décider. Le comité de la CR devait se conformer, dans le sens le plus strict du terme, aux conclusions adoptées par l'assemblée générale. Et lit-on dans la lettre ouverte dont il est question, d'avril à octobre 1994, toutes les questions académiques, sociales et sécuritaires se discutaient au niveau du conseil rectoral qui se réunissait régulièrement chaque mercredi à partir de 15 heures dans la salle des réunions du rectorat. Ce conseil rectoral était composé de 15 personnes, mais nous allons vous donner uniquement les noms de ses membres encore en vie aujourd'hui. Il s'agit de Pascal Filmin-Dimira, qui en était le président en tant que recteur de l'université du Burundi. Venait ensuite son vice-président en la personne d'Athanase Bakunda. Il y avait également Anastasie Gassogo, directrice des services académiques, Pierre Claver Nahimana, qui était directeur de la régie des œuvres universitaires, Charles Nditije, qui était directeur administratif et financier, Théophile Ndikoumana, alias Machine, à l'époque doyen de la faculté des sciences, Salvatore Kaburungu, qui était doyen de la faculté d'agronomie, Juvenal Ngowenubusa, alors doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, Michel Massavo, qui était doyen de la faculté de droit, Nicodème Nyandwi, alors doyen de la faculté des sciences économiques et administration, ainsi que Paul Mundimana, à l'époque doyen de l'Institut supérieur de commerce, ISCO en sigle. En plus de ces 12 personnes si haut citées s'ajoutent 10 autres qui faisaient partie du comité exécutif de la CER entre avril 1994 et mars 1995. Là aussi, nous n'allons citer que celles encore en vie. Il s'agit de Clément Nkurunziza, qui en était le président, son adjoint en la personne de Mathias Matigita, qui représentait les étudiants du campus Kamenge, René Christian Houari, alors commissaire aux affaires académiques, Emmanuel Manilambona, alors commissaire au trésor, Eloi Gasutwa, qui était commissaire à la culture et à l'information, ainsi que Deon Hebayindusha, alias Rufu, qui siégeait en tant que président du bureau du conseil des délégués, BCD en sigle. De ces 18 personnes, certaines sont de grandes figures politiques, d'autres sont des syndicalistes et défenseurs des droits humains. Pourtant, déplore Franck Kaze, personne n'a jamais pris l'initiative d'aller témoigner devant la justice pour parler de cet épisode combien parlant. Et Franck Kaze de trouver encore plus étonnant, pour ne pas dire décevant, que certaines soient reconnues pour leur droiture et pour leur engagement dans des combats nobles pour les droits de différentes catégories de citoyens, et de se poser la question de savoir comment, après avoir mené un combat aussi noble pour sauvegarder des milliers de vies, une seule, celle de leur compagnon de lutte datant Clément Nkurunziza, leur est indifférente. Vous saurez que cette lettre ouverte
a été remise en copie au président de la République Évariste Ndayishimiye, à la ministre de la Justice Madame Domine Banyankimbona, ainsi qu'au procureur général de la République Monsieur Sylvestre Nyandwi, récemment limogé. Merci à toi Inès Gakiza. L'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger et STDH en sigle condamne le comportement des responsables de la prison centrale de Muyinga pour avoir refusé à la journaliste Floriane Irangabiye d'aller se faire soigner alors que vivant avec des maladies chroniques. Selon Fercier Irimbere, chargé de la communication au sein de ESDDH, cela est inquiétant dans la mesure où il y a pas mal de détenus qui sont morts dans de telles circonstances. Suivez plutôt Fercier Irimbere, chargé de la communication au sein de ESDDH. La journaliste Floriane Irangabiye, sur le verrou à la prison centrale de Muyinga, accuse une dégradation sensible de son état de santé depuis 2 jours. Ces co-détenus ont alerté la direction de la prison centrale de Muyinga, mais malheureusement, cette dernière a fait preuve d'une imperméabilité absolue face à cette vie en décadence. La direction de la prison centrale de Muyinga ainsi que la direction générale des affaires pénitentiaires sont au courant que Madame Floriane Irangabiye souffre d'une maladie chronique. Cela est une réalité, surtout que Floriane Irangabiye a adressé une correspondance à la direction générale des affaires pénitentiaires demandant un transfert de la prison centrale de Muyinga vers la prison centrale de Muyinga. Malheureusement, sa demande n'a pas eu gain de cause jusqu'à présent. Alors, cela révèle des inquiétudes au sein de ESTDH, et surtout que nous avons vécu une amère expérience de certains détenus qui sont décédés suite au comportement des gestionnaires de la prison. Jean-Claude Ndoyezou, le médecin soignant à l'intérieur de la prison de Mimba, l'a référé à l'extérieur de la prison pour y subir des soins. Malheureusement, on l'a acheminé à la dernière minute au moment où il était déjà à l'agonie. Arrivé à l'hôpital, il est mort. Jacques Biozagara, lui, serait mort même avant qu'il n'arrive à l'hôpital à l'extérieur. Une année vient de s'écouler. Un détenu du nom d'André Ndagijimana, qui était à la prison centrale de Ngozi, le médecin soignant à l'intérieur de la prison de Ngozi l'avait référé 2 semaines avant sa mort à l'hôpital de Ngozi pour y subir des soins spécialisés. On l'a fait sortir de la prison au moment où il était presque à la fin de sa vie. Passé 2 jours à l'hôpital de Ngozi, il est décédé. Et comme l'accès aux soins de santé pour les détenus est un droit acquis, les gestionnaires des prisons et de la direction des affaires pénitentiaires devront endosser la responsabilité au cas où la santé de la journaliste Floriane Irangabiye se dégraderait davantage jusqu'à perdre la vie. Suivez encore une fois Félicien Irimbere, chargé de la communication au sein de ESDDH. Cela nous inquiète dans la mesure où Floriane Irangabiye risque de subir le même sort au regard du comportement du directeur de la prison centrale de Muyinga. Mais des fois, des questions nous viennent à l'esprit. Les gestionnaires des prisons ainsi que la direction des affaires pénitentiaires savent bien que l'accès aux soins de santé pour les détenus est un droit. Alors, on se demande pourquoi ce refus délibéré d'accès aux soins de santé pour les détenus, surtout de manière sélective. Qu'est-ce qui est caché derrière ce refus? Alors, les gestionnaires des maisons de détention, est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent endosser la responsabilité plus tard de ces cas de décès? Face à tout cela, alors, nous demandons à la prison de Muyinga, la direction spécialement, de référer Madame Floriane Irangabiye à l'hôpital pour ses soins spécialisés. Nous adressons également à la direction générale des affaires pénitentiaires, DGAP, que, au cas où la santé de la journaliste Floriane Irangabiye se dégraderait davantage ou disparaîtrait, qu'ils seront responsables de sa disparition. Nous demandons d'exécuter sans délai le transfert de Floriane Irangabiye de la prison centrale de Muyinga à la prison centrale de Mimba, où
elle aurait un suivi médical facile. Des raisons que le journaliste a avancées, qui sont claires, que toute autorité de moralité et de valeurs humaines est prise de justice mettrait en exécution. Parlons politique à présent. Le Sénat du Burundi organise le lancement officiel de l'évaluation du système des quotas ethniques dans les institutions le lundi prochain. Cette évaluation des quotas ethniques a été beaucoup mise en évidence avec la promulgation d'une nouvelle constitution en 2018. Le point avec Emile Niwasumba. C'est l'article 289 de la Constitution promulguée en juin 2018 sur lequel s'appuie le président du Sénat pour organiser l'évaluation du besoin de maintenir ou pas le partage du pouvoir à travers les quotas ethniques au Burundi. Selon cet article, un délai de 5 ans est accordé au Sénat pour évaluer afin de mettre fin ou proroger le système de quotas ethniques dans l'exécutif, le législatif et le judiciaire après la mise en place des institutions issues de cette constitution. Emmanuel Sinzo Hagera l'a rappelé le jour de la célébration de la charte de l'unité nationale en février dernier. Si nous les Burundais nous réconcilions réellement, effaçant toute cette ségrégation ethnique, comprenant que nous constituons une seule ethnie de Burundais, vous nous auriez aidé au niveau du Sénat, parce que nous pouvons alors donner un rapport dans lequel nous pouvons dire que, compte tenu de l'évolution du pays, les questions ethniques sont à bannir, que les Burundais soient placés ou élus dans certaines fonctions par rapport à leurs compétences et que les considérations ethniques soient éradiquées. Lundi prochain, le Sénat lancera officiellement l'évaluation de ce système de quotas ethniques. Certains Burundais qui ont participé aux négociations qui ont abouti à l'accord d'Arusha de l'an 2000 affirment aussi qu'ils s'étaient convenus de faire une évaluation pour décider si ces quotas ethniques dans les institutions étaient toujours nécessaires ou pas. Mais certains d'entre eux estiment que ce n'est pas encore le moment de procéder à la suppression de ces quotas ethniques. Merci à toi, Emile Niwasumba. Après une petite transition, nous poursuivons avec la page des droits de l'homme. Je vous le disais en titre, un conducteur de taxi-moto a été tabassé par le commissaire de police en commune Lusaka de la province de Mwaro dans la soirée de ce lundi jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Il a été victime d'avoir bu trop d'alcool. La population de cette commune indique que même si l'ivresse serait une infraction, il ne devrait pas être châtié de la sorte alors qu'il n'a agressé personne. Le point avec Emmanuel Nyongeko. La victime de ces actes de violation des droits humains s'appelle Jérôme Ndizeye, alias Gwembe, originaire de la colline Murambi, en commune de Lusaka. Il a été tabassé par le commissaire communal de la police du nom de Sylvestre Sabushimike, surnommé Bikovu. Selon nos sources en commune Lusaka, Jérôme Ndizeye a été victime d'avoir bu trop d'alcool. Il a croisé le commissaire en cours de route, s'appuyait sur d'autres personnes parce qu'il ne pouvait pas tenir debout. C'est ainsi que ce commissaire l'a tabassé jusqu'à ce qu'il soit arrêté à l'hôpital de Fota, comme l'indique un des habitants de la localité. Il était dans un état d'ivresse car il avait bu trop d'alcool. Le commissaire l'a arraché des mains des personnes sur lesquelles il s'appuyait pour marcher. Il l'a tabassé et piétiné. Les gens ont tenté de s'y opposer, mais il a continué de frapper fort. Le CTD de la commune Lusaka a failli être fusillé par le commissaire. La victime a vomi du sang et a perdu connaissance. On l'a évacué vers le centre de santé de Lusaka, mais ils ont dit là-bas qu'ils ne pouvaient pas l'aider puisqu'il était dans un état critique. On a ainsi dépêché une ambulance pour le transférer d'urgence à l'hôpital du district sanitaire de Fota. Il est pour le moment dans un état critique. Hormis ces actes de violation des droits humains, le commissaire Sylvestre Sabushimike est également accusé de rançonner la population, surtout les conducteurs de moto-taxi. Il est aussi cité par la population comme étant complice avec les spéculateurs dans la vente des boissons de la Brahudi, notamment en certains matongo, témoigne un des habitants du chef-lieu de la commune Lusaka.
Matongo collabore étroitement avec le commissaire Sylvestre. Lorsque les boissons arrivent dans les dépôts, il distribue une petite quantité et cache le reste qui sera chargé sur des motos pour être vendu à un prix exorbitant en commune Kiganda. Souvent, le commissaire saisit des motos et pour les récupérer, leurs propriétaires doivent payer une somme comprise entre 50 et 70 000 francs burundais. Quand il s'agit d'un véhicule, son propriétaire doit payer 100 000 francs et il ne leur donne aucune pièce justificative. Les habitants de la commune de Lusaka ne comprennent pas pourquoi le commissaire Sylvestre Sabushimike est toujours en liberté alors qu'il a failli tuer une personne. La victime est dans un état critique à l'hôpital de Fota. Il demande au supérieur hiérarchique du commissaire de le sanctionner conformément à la loi. Nous sommes souvent habitués à des gens qui commettent des infractions pareilles et qui sont mutés ailleurs. Il faut qu'ils soient traduits devant la justice et punis sur ces crimes commis. Nous demandons cela avec insistance, que ces supérieurs hiérarchiques ne le protègent pas et le transfèrent ailleurs. Nous ne savons même pas s'il n'a pas été affecté ici pour être protégé contre les infractions commises ailleurs. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le commissaire communal de police Sylvestre Sabushimike ainsi que l'administrateur de la commune de Lusaka. Toujours en page des droits de l'homme et les conséquences de la pénurie persistante de la ration alimentaire dans presque toutes les prisons du Burundi commencent à se manifester. Plusieurs prisonniers ne cessent de s'évanouir à cause du manque de vivres. Dans certaines maisons carcérales, les détenus viennent de passer plus de 2 semaines sans avoir ni farine pour la pâte, ni haricots. Ailleurs encore, c'est près de 2 mois qu'ils n'ont pas été rationnés en farine de maïs. Le point avec Elvis Eliomungere. Dans la prison de Gitega, les détenus viennent de passer ces 2 jours sans avoir de la farine de maïs pour la pâte. Notre ressource à Gitega indique que les donne uniquement des haricots. Suite à cette insuffisance de la ration, 3 prisonniers se sont évanouis mardi dans la mi-journée. La situation de ces détenus victimes de la manque de la nourriture s'aggrave parce qu'ils n'ont pas de famille qui les rendent visite pour les rationner. Dans la prison de la province de Bururi, les détenus font savoir qu'ils n'ont pas bénéficié ni farine ni haricots depuis 2 semaines. Quelques jours avant cette situation, on leur donné de la farine seulement, précise notre source. Suite à cette pénurie de la ration, la même source affirme qu'il arrive que ces prisonniers tombent en syncope. Ces prisonniers estiment que leur situation est un peu différente de celle des autres. Ces moments difficiles parce que les prisons est une de détention oubliée par les défenseurs des droits humains, mais aussi les humanitaires. À Muramza, les détenus font savoir qu'ils n'ont pas de la farine depuis plus d'1 mois. Dans cette prison, l'image qui passe dans les yeux de tous les visiteurs dans cette prison est celle des prisonniers affamés, allongés dans la cour intérieure. Un des prisonniers indique que dans la prison de cette province, nombreux parviennent à résister parce qu'ils se font aider par les co-détenus qui parviennent à avoir des visites. Dans la maison carcérale de la province de Ruyigi, les prisonniers n'ont pas eu de la farine pour la pâte depuis 2 semaines. On leur donne seulement les 350 grammes de haricots par jour. Les détenus de toutes ces prisons demandent aux responsables de ces maisons carcérales de chercher à satisfaire leurs besoins en ration alimentaire au risque d'assister à l'horreur dans ces prisons. Merci à toi, Elvis Eliomungere. Saisie des effets policiers ce mercredi dans la prison centrale de Mimba, en zone Musaga, de la mairie de Bujumbura lors d'une fouille et perquisition effectuée par la police. Selon nos sources sur place, ces effets ont été saisis chez Leonidas Nivigila, détenu et chef de sécurité dans cette maison carcérale. Les effets saisis sont entre autres 2 tenues policières neuves, 3 imperméables de la police et 4 ceintures. Il a été également saisi chez Leonidas Nivigila des boissons prohibées produites, aussi bien localement dans la prison carcérière de la prison ainsi que du chanvre. Nos sources à l'intérieur de cette maison de détention indiquent que la fouille a été également menée chez d'autres prisonniers où il a été saisi de boissons prohibées, du chanvre et plusieurs téléphones. Cette fouille aura perturbé les activités habituelles dans la prison jusqu'à 9 heures. Après une petite transition, nous parlons gouvernance.
3 responsables de service au sein de la société sucrière d'Homosos Simo sont accusés d'être à l'origine du manque à gagner que cette société enregistre actuellement. Cette perte est due aux huiles non appropriées commandées et mises dans une machine utilisée pour la fabrication du sucre et qui ont endommagé les pièces de cette machine. Les employés de cette société demandent que les fautifs soient punis sans aucune exception. Le point avec Eric Nyonzima. Les pièces de la turbine à vapeur utilisées pour que les machines à produire le sucre puissent bien fonctionner ont été endommagées par l'huile Azora 46 qui n'était pas appropriée à cette turbine. C'est au moment où l'huile adéquate à la turbine à vapeur est Mogaz 46. Selon nos sources de la société Sosumo, l'utilisation de cette huile non appropriée n'était pas une simple erreur, mais plutôt une faute intentionnelle. Nos sources le disent en s'appuyant que cette erreur a été commise par 3 chefs de services différents au sein de la Sosumo et que les d'entre eux savaient très bien le type d'huile adéquate à la turbine à vapeur. Ainsi, le responsable qui vient en premier dans ces allégations dit fait qu'il est celui qui savait très bien ce qu'il faisait, c'est le nommé Prosper Mutelite, le directeur du département d'approvisionnement au sein de la Sosumo. En effet, certains employés de cette usine disent que c'est incompréhensible qu'il a pu commander et mettre cette huile dans cette turbine, alors qu'avant d'être nommé directeur du département d'approvisionnement, il a occupé le poste du chef adjoint au service d'entretien-réparation dans cette même société. Un autre fait révélé par nos sources qui démontre bel et bien que Prosper Muteliteka a joué un grand rôle pour endommager cette turbine, c'est que pour passer la commande de cette huile, il a caché à Juvenal Nzangomba, le chef du service d'entretien-réparation de la Sosumo. Ce dernier a également refusé de réceptionner cette huile. Les 2 autres responsables dénoncés par nos sources d'avoir collaboré avec Prosper Muteliteka, c'est précisément le prénommé Jean-Pierre Carolero, qui est chef du service de production, ainsi qu'Emmanuel Ichoitungie, le chef de service de garage. Les employés de la Sosumo demandent au directeur général de cette société de punir les fautifs qui ont occasionné cette perte d'énormes pour la société. Nous demandons au directeur général de punir sérieusement Prosper, car c'est lui qui a endommagé les pièces de la turbine, alors que c'est un ingénieur qui connaît bien le métier. C'est bien lui qui a fait toutes ces magouilles d'acheter cette huile en collaboration avec Jean-Pierre Carolero, le chef de service de production, et ils l'ont caché au chef de service d'entretien et réparation, nommé Nzangomba, qui est le plus expérimenté dans le métier. Prosper n'est pas du tout inquiété, car il est le bras droit de Bunyoni, donc il fait ce qu'il veut. En peu de mots, il a fait du sabotage parce qu'il savait le type d'huile à utiliser car c'est un ingénieur. À cause des fautes commises par ces responsables, nos sources au sein de la Sosumo précisent que dans un délai d'une semaine et demie, depuis le début de la campagne de production, la société a déjà perdu 800 tonnes de sucre. Ils indiquent aussi que la société dépense beaucoup d'argent pour acheter le carburant destiné au groupe électrogène qui consomme 80 litres de carburant par heure. C'est au moment où, auparavant, quand la turbine à vapeur fonctionnait bien, il n'avait pas besoin de groupe électrogène. Ainsi, ces employés de la Sosumo craignent de perdre leur travail si la production n'est pas bonne. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Suspension depuis 2 semaines de la production du ciment par l'usine de Bousseko. Des sources sur place indiquent que cette suspension serait causée par le malentendu entre le gouvernement et l'usine de Bousseko concernant le prix d'un sac de ciment. L'usine de Bousseko aurait voulu revoir à la hausse le prix du ciment, mais le gouvernement lui en aurait refusé le droit. Arguant qu'elle travaille à perte, la Bousseko a alors décidé de suspendre la production comme le témoigne un des travailleurs de l'usine. On a entendu dire que le prix du ciment avait monté, que le prix par sac avait passé de 28 500 francs à 38 500 francs, mais on n'a jamais vu un communiqué du ministère ayant le commerce dans cette attribution annonçant le nouveau prix du ciment, alors que d'habitude ressortait un communiqué pour annoncer le nouveau tarif, mais pourtant tout le monde sur le terrain affirme que le prix du ciment ont bel et bien monté. Tout part de là. Quelques jours après, on a commencé à constater qu'il n'y avait pas de grossistes qui en grand nombre s'approvisionnaient en ciment. Durant cette période, on a entendu dire que
l'on était en train de régulariser ce qui avait fait des commandes avec les anciens flux. Donc le dernier camion a été chargé le 14 juillet cette année. Alors, depuis cette date, Buseco n'a plus vendu du ciment. Pourtant, la production a continué. Aujourd'hui, il est plein de ciment dans les stocks d'origine. bisanzwe bikamwo ni ukuvuga ibikono byaratevye biruzura isima uvuga ko ububiko bwa Buseko bw'isima buruzuye mugabo ntibiko iradandaza. Les travailleurs de la Buseko trouvent que ce sont eux qui sont en train de payer les pots cassés et demandent aux deux parties de chercher un terrain d'entente pour qu'ils puissent continuer à assurer la survie de leur famille. Écoutez encore une fois les travailleurs de la Buseko. Ingaruka mbi rero ziriko zigaruka ku bakozi kandi abakozi batazi impamvu ibyo biriko biraba impamvu Buseko itadandaza. Les conséquences se répercutent sur les travailleurs alors que nous sommes innocents dans toute cette histoire. On ne savait pas pourquoi Buseko ne vend pas de ciment alors que les stocks sont pleins de ciment. Par exemple, les travailleurs du secteur de production sommes tous en chômage technique. On l'avait fait la semaine dernière, mais dès notre retour, on nous a encore une fois demandé de retourner dans le chômage. Vous entendez que ce n'est pas une bonne chose pour nous, puisqu'on est en train de perdre du travail. Ce n'est pas uniquement le secteur de service de production qui en souffre. Aujourd'hui, c'est la quasi-totalité de travailleurs de Buseko qui est en chômage. Encore, mardi, on nous a demandé de rentrer à la maison pour revenir lundi. Pour le moment, aucun travailleur n'est autorisé à entrer dans les enceintes de la Buseko. Alors, l'on demanderait au gouvernement et à la Buseko de tout mettre en ordre pour que l'on ne continue pas à souffrir. Batadandaza kandi abakozi bagacabura akazi ukumvikana na leta kugira ngo barabe ikikwiye kugira ngo abakozi ntibabure akazi ntitubure akazi. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre à ce propos les responsables de la Buseko et le ministre ayant les industries dans ses attributions. Dernière nouvelle de cette édition, la province de Bubanza vient de passer près de 2 semaines sans carburant. En quête de ce produit, les propriétaires de véhicules et motos, surtout ceux du secteur de transport de biens et de personnes, sont allés camper devant les stations-service. Et certains viennent d'y passer plus d'une semaine. Et aujourd'hui, au chef-lieu de la province de Bubanza, les routes sont presque désertes. Le point avec Dani Claire et la Combe. Des longues files d'attente des véhicules et de motos sont observables à différentes stations-service en province de Bubanza depuis maintenant près de 2 semaines. Certains des chauffeurs de véhicules et de motovéhicules préfèrent depuis de longs jours à surveiller une probable distribution du carburant. Ils ont opté pour le campement. Le carburant ne vient malheureusement toujours pas et cela se répercute sur les prix des tickets pour le déplacement. Pour certaines directions, les prix ont été multipliés par 5, du moins pour le transport à moto. La province ne connaît pas de carburant depuis des semaines. À certaines stations-service, les véhicules pour laquelle depuis plus de 2 semaines, les directions de loi où on payait 2000 francs comme frais de déplacement. Par exemple, au Vandam Sigat, actuellement, on paie 10 000 francs ou si tu as de la chance, tu peux payer 8 000 francs. Tout ceci à cause de la pénurie de carburant. Même ceux qui ont peut-être du carburant ici à Bubanza, ce sont ceux qui ont pu s'en procurer ailleurs, mais pas ici à Bubanza. Les véhicules et les motos sont garés dans les parkings. La population se déplace à pied car actuellement, il est très difficile de trouver un moyen de déplacement ou alors en avoir le risque de vie, la montée de plus de déplacement. Des activités génératrices de revenus paralysés, mais aussi des économies familiales perturbées. Certains parmi les chauffeurs ne parviennent plus à rationner leur famille. Toutes les activités sont paralysées, il n'y a pas d'argent. Les convoyeurs passent les journées assis sans rien faire, du fait que les véhicules sont dans les parkings ou font la queue à des stations-service. Ainsi, ils ne trouvent même pas la ration alimentaire pour les familles. Les denrées alimentaires ne sont pas disponibles. Donc, tout est compliqué pour le moment. Vous comprenez que c'est un problème.
Jusqu'à présent, il est difficile de respecter les prix officiels tels qu'annoncés par le gouvernement. Pour Bujumbura-Bubanza ou Bubanza-Bujumbura, le prix du ticket a augmenté plus de 2 fois. Merci à toi aussi, Dani Claire Ilatrouva. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous y étiez avec Onésime Dushimagit.